Les grands dossiers de l'histoire avec Franck Ferrand sur Radio Classique. « 30 novembre 1937, à Crèvecoeur-le-Grand, dans l'Oise. On joue des coudes, on se hisse sur la pointe des pieds ce jour-là. La foule se presse devant la mairie en ce jour d'automne. Le maire a vu les choses en grand. Le bourg est décoré comme il ne l'avait jamais été, probablement avec partout des petits drapeaux français. On en a collé à toutes les fenêtres. Il y a même un tapis qu'on a déroulé depuis le perron de la mairie jusqu'à la petite place. Les sapeurs-pompiers, l'harmonie, ont astiqué les cuivres. Même les écoliers ont été dispensés d'école. Mais que se passe-t-il? Quel est ce mariage? Si le premier magistrat de la commune de Crèvecoeur-le-Grand a consenti à tant d'efforts pour l'organisation de ces noces, c'est que le marié n'est autre que le fils d'un de ses proches amis. Ce futur marié, c'est Jean Lion. Il faut l'imaginer grand, beau, élégant, récemment breveté aviateur pilote. Il a fait tourner pas mal de têtes jusqu'à la dernière en date de ses conquêtes, celle qu'il est sur le point d'épouser maintenant et que tous les habitants de Crèvecoeur-le-Grand veulent contempler, veulent essayer d'apercevoir au moins, parce qu'elle aussi, elle a fait tourner bien des têtes, mais alors à une toute autre échelle. Elle est devenue une véritable légende, et ce depuis déjà une bonne décennie. Depuis qu'elle est arrivée à Paris, venant de son Missouri natal, durant ces années folles, elle a conquis le cœur des Parisiens et de la France et même de l'Europe grâce à un spectacle à sensation, la célèbre Revue Nègre, où on l'a vue se déhancher avec ce sourire extraordinaire. Elle était en tenue légère, pour pas dire très très légère. Ai-je besoin de revenir sur la célèbre ceinture de banane? Vous avez compris que nous parlons bien sûr de la star de ce temps, Joséphine Baker. Et justement, la voilà, qui maintenant sort d'une grande auto noire, grande et belle auto, comme on pouvait les faire au milieu des années 30. Elle a toujours aux lèvres ce fameux sourire. Elle porte une robe noire assez moulante, un chapeau noir en forme de galette, ainsi qu'un manteau de vison. Joséphine rejoint Jean devant les regards d'un public ébahi par tant d'éclat. Ça y est, Joséphine épouse Jean Lion. La vérité, c'est que Joséphine est en train d'épouser la France. Effectivement, 4 jours plus tard, grâce à ce mariage, elle obtient son passeport français et elle le dira, elle aura l'occasion de le dire très souvent, elle a reçu la France comme un don du ciel. Elle s'était fait connaître, vous savez, grâce à la grande chanson « J'ai 2 amours, mon pays et Paris ». À l'origine, les paroles parlaient des États-Unis, mais dans son esprit, les 2 amours vont très vite être Paris et la France. Quant à son idylle avec Jean, on peut pas dire que ce soit un succès considérable. Lui est assez coureur, à la vérité. Vous avez bien compris qu'il a eu toute une vie avant de rencontrer Joséphine. Et de son côté, elle est assez volage aussi. Elle a été mariée 2 fois. Il en faudrait bien plus de doigts qu'il n'y en a sur les 2 mains pour compter tous les amants qu'elle a alignés. Une procédure en divorce va assez vite suivre une seule année de vie commune. Mais ça y est. Maintenant, Joséphine, en tout cas, est adoptée. Elle est désormais citoyenne française, ce qui la comble. Les Français m'ont tout donné. Je suis prête à leur offrir aujourd'hui ma vie. Voilà ce qu'elle avait déclaré sur le perron, justement, le jour de son mariage. Et il faut comprendre ce que ça avait pu être pour cette jeune femme qui venait d'un pays où la ségrégation était encore très en vigueur et qui arrive dans ce pays, la France, qui n'a pas de préjugés sur ce plan-là. Est-ce qu'elle sait que cette phrase qu'elle a prononcée, « Les Français m'ont tout donné, je suis prête à leur offrir aujourd'hui ma vie », est-ce qu'elle sait que ces mots vont prendre une dimension considérable très peu de temps après, puisqu'on était en 1937 au moment où elle les prononce et que la guerre approche à grands pas?
Elle fait partie de ceux qui ont tout observé d'assez près. Joséphine, elle a vu la montée des périls, comme on dit, et notamment la montée du nazisme en Allemagne. Elle est allée se produire à plusieurs reprises en Allemagne. Elle a pu observer tout ce qui se passait. Elle vient d'ailleurs, en la personne de Jean Lion, d'épouser un juif. Elle prend la mesure de la menace qui plane sur les populations juives notamment, mais pas seulement. Et elle va, vous le savez, se manifester pour cette espèce de combat permanent qu'elle mène pour l'acceptation de toutes sortes de différences. Et donc, c'est en connaissance de cause qu'elle a prononcé ces fameuses paroles, là, les Français m'ont tout donné, et je suis prête à leur offrir aujourd'hui ma vie. Le jour du mariage, les deux époux ont remis à la municipalité une somme de 10 000 francs à répartir entre toutes sortes d'associations d'anciens combattants, de sapeurs-pompiers, la société musicale, le bureau de bienfaisance. Il y a déjà derrière cette générosité médiatique un patriotisme assumé. Et elle, qui souvent aura été désignée par la presse de l'époque comme un oiseau exotique, eh bien, elle va développer une sorte de passion pour la France et d'enracinement patriotique. Elle va se passionner notamment pour l'aviation et le 29 mai 1937, elle obtient son brevet de pilote à l'Aéroclub de France. C'est comme ça qu'elle va commencer à se rapprocher sérieusement des services de l'armée de l'air. Franck Ferrand sur Radio Classique. Peut-être dire un mot de la Dordogne. Après son mariage avec Jean Lion, Joséphine Baker a découvert le château des Mille-Landes. Et ce château, alors on ne peut pas expliquer ce qui se passe parfois comme ça avec certains lieux et certaines propriétés. Ça a été pour elle un coup de foudre. Elle ne l'acquérera que bien plus tard, elle ne l'acquérera qu'en 1957. Mais déjà, dès l'année 1938, elle le loue pour en faire une sorte de refuge pour elle. Elle continue sa carrière de chanteuse, de meneuse de revue, bien entendu. En septembre 1939, elle rencontre Jacques Apthey, qui est un capitaine des services secrets français. Il est, lui, né allemand, originaire du Haut-Rhin. Il maîtrise parfaitement la langue et la culture germanique. Il fait partie de la section Allemagne au service français du contre-espionnage. On est pile à l'époque septembre 1939 où la France vient de déclarer la guerre à l'Allemagne, c'était le 3 septembre. Et Jacques Apthey a la responsabilité de recruter un certain nombre d'honorables correspondant. Qu'est-ce que c'est qu'un honorable correspondant ? C'est une personnalité qui, par son implantation dans un milieu économique ou politique, par ses déplacements faciles, par l'incroyable carnet d'adresses qu'elle acquiert, peut fournir des renseignements sur les activités de pays hostiles. Eh bien, Joséphine Baker, qui a ses entrées alors absolument partout dans toutes les ambassades et tous les consulats, est l'idéal même pour le recrutement de ce genre de service. Et c'est par l'entremise du frère de l'impresario Joséphine Baker, une proche relation de Jacques Apthey, que la rencontre va se produire à la villa Beauchesne du Vésiné, qu'occupe la vedette. Voici ce que va dire Joséphine au capitaine Apthey. C'est la France qui a fait ce que je suis. Je lui garderai une reconnaissance éternelle. Voyez-vous, la France est douce. Il y fait bon vivre. J'ai donné mon cœur à Paris, comme Paris m'a donné le sien. Capitaine, je suis prêt à donner aujourd'hui ma vie pour mon pays. Disposez de moi comme vous l'entendez. Extraordinaire. Joséphine va donc espionner pour le compte de la France. Alors on a beaucoup écrit sur le sujet, en donnant énormément d'éléments, parfois un peu hagiographiques. Ce que révèle le travail de Guy Penaud dans son ouvrage Joséphine Baker, La résistance en chantant, en travaillant sur les documents officiels, on voit que les activités de la chanteuse ne donnent en vérité qu'assez peu d'éléments sur l'importance réelle des informations qu'elle a pu obtenir. On peut évoquer les renseignements qu'elle a glanés à l'ambassade d'Italie et qui laissent à penser que Mussolini vient de décider de jouer la carte Hitler contre la France, alors qu'il s'était rapproché de la France en 1935. On évoque aussi des informations sur les intentions du Japon. Nul à l'époque ne sait encore dans quelle mesure ces indications auront un effet sur la direction que vont prendre les affaires militaires. Ce qui est sûr, c'est que Joséphine livre un certain nombre d'informations, que ce qu'elle peut glaner à droite et à gauche est utile, et qu'elle a bien l'intention d'aller plus loin encore pour son pays. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Difficile d'évaluer très exactement l'importance et le nombre des renseignements fournis par la chanteuse au service de renseignement français. Là où elle est directement plus utile, évidemment, c'est dans ce qu'elle sait faire. Et c'est dans l'extraordinaire rôle qu'elle va jouer pour remonter le moral d'un certain nombre de cœurs meurtris à l'époque où on est en train de tomber, de passer dans la guerre. Hein. C'est dans le cadre du théâtre aux armées que Joséphine se rend le long de la ligne Maginot en novembre 39. Elle est avec Maurice Chevalier, avec une autre meneuse de revue, Nita Raya, et elle va donner des spectacles devant les troupes françaises. Elle va également se rendre à Metz, à Thionville, et puis au chevet des militaires blessés pendant la drôle de guerre, avec notamment l'exode des Hollandais et des Belges. Elle va participer en tant qu'infirmière pilote secouriste de l'air. Elle est au sein d'une des unités de la Croix-Rouge. Elle va participer à la réception des réfugiés dans un local qui se situe dans le quartier de la gare d'Austerlitz. Et évidemment, sa présence est très utile. Elle est utile au quotidien, mais elle est surtout utile par le symbole qu'elle représente. Et quand l'armée française entre en France, au moment de la grande offensive du 10 mai 40, suivie par cette débâcle et cet exode massif, eh bien, elle fuit tout ça. Elle met aux abris des réfugiés juifs dans son château des Milandes. Il se trouve que les Milandes vont se situer en zone libre, ça tombe bien. Et puis, toujours sous la protection de Jacques Apthey, depuis Marseille, Jacques Apthey désormais a comme couverture une fonction d'artiste, elle prend la direction du Portugal en novembre 1940. Son intention, à l'époque, c'est de partir du Portugal pour aller rejoindre le Brésil. Mais en réalité, Paul Payol, qui dirige les services du contre-espionnage, a demandé à Jacques Apthey de prendre contact avec l'Intelligence Service, avec les Anglais, depuis Lisbonne. Grâce à la légende d'artiste qu'il a façonnée, Jacques Apthey peut donner un certain nombre d'informations sans se faire inquiéter. Il donne des informations donc aux Anglais sur un certain nombre des unités allemandes stationnées en France. Et à la suite de l'expérience portugaise, Joséphine Baker va retrouver Marseille pour y donner un certain nombre de représentations, notamment une opérette en 3 actes d'Offenbach, une opérette qui s'appelle La Créole. C'est un immense succès. 22 représentations sont données en à peine 15 jours. Mais disons-le, Joséphine commence à flancher à ce moment-là. Sa santé n'est pas bonne, ses poumons sont en mauvais état et elle va partir pour l'Afrique du Nord. On retrouve Joséphine Baker à Alger le 17 janvier 1941. Alors ça a été très très compliqué. Le transit a été toute une aventure. Pour transporter ses malles personnelles, il a fallu ses affaires personnelles, il a fallu 28 malles. Vous imaginez ce que sont les costumes de scène de Joséphine Baker, bien sûr. Elle a traversé la Méditerranée avec toutes sortes d'animaux, des animaux qui la suivent depuis des années, un dogue allemand, une guenon, un tamarin lion à tête dorée, mais oui, un ouistiti moustachu, 2 souris blanches et toute une volée d'oiseaux. Ça vous rappelle quelqu'un? Il y a évidemment dans les déplacements devenus mythiques de Joséphine Baker quelque chose qui rappelle ceux de la grande Sarah Bernhardt, bien sûr. Et à peine arrivée à Alger, le 1er février, elle va participer à un gala de l'aviation en faveur du secours national. Elle obtient ensuite un visa pour le Maroc. On la voit qui s'installe à Marrakech, où avec une certaine assiduité, elle va se mettre à fréquenter le fils de l'ex-grand vizir Si Mohamed Menebi. Si Mohamed Menebi, personnalité qui compte et qui est importante pour justement toujours obtenir des informations, être dans les milieux avancés et qui permettent de recueillir un certain nombre d'éléments. Depuis le Maroc, elle se rend en Espagne au printemps 41 pour une tournée. Cette fois, Apthey ne l'accompagne pas, il n'a plus besoin de jouer ce rôle. D'ailleurs, on ne sait plus trop à cette époque quel est son rôle exact d'Apthey. On a l'impression d'un personnage qui est un petit peu difficile à contrôler, un électron libre qui n'apparaît plus d'ailleurs sur les organigrammes des services de renseignement français. Il s'est fâché avec les Anglais qui ne lui versent plus rien.
Bref, quoi qu'il en soit, Joséphine, elle, est restée toujours honorable correspondante. Elle est dans les petits papiers de Pagnol, et au Portugal, elle va rapporter une synthèse écrite à l'encre sympathique sur une partition musicale. Par ailleurs, elle va glisser dans des livres d'une librairie de Lisbonne des papiers qu'un agent anglais vient chercher peu de temps après. Alors, il faut savoir repérer le bon livre, mettre le papier à la bonne page, et puis l'agent passe chercher les choses. La librairie, on l'a choisie tout près du théâtre où elle se produit, bien sûr. Elle poursuit sa tournée dans la péninsule, en Espagne, donc à Barcelone, à Valence, à Madrid. Ce qui est étonnant, c'est que partout où elle se produit, elle est reçue en grande pompe, bien qu'elle soit, vous l'avez compris, maintenant un agent très actif de renseignement pour les Alliés. Joséphine inscrit toutes les informations qui lui parviennent sur des papiers qu'elle accroche à ses sous-vêtements. Plus tard, elle racontera avec humour la façon dont elle se promenait couverte en vérité de petits secrets. Qui oserait fouiller Joséphine Baker jusqu'à la peau, dit-elle. Ils sont bien mis à l'abri, attachés par une épingle à nourrice. D'ailleurs, mes passages en douane s'effectuent toujours dans la décontraction. Les douaniers me font de grands sourires, me réclament effectivement des papiers, mais les papiers qu'ils me réclament, ce sont des autographes, dit-elle. Eh oui. La voilà de nouveau au Maroc à la fin du mois d'avril. Cette fois, elle va tomber malade. Jusqu'en décembre 42, elle séjourne à la clinique Mère Sultan de Casablanca. Elle va être victime de péritonite à répétition à cette époque. Elle fait une paratyphoïde qui dégénère en septicémie. Elle va même faire une embolie. Autant dire que son état de santé, là, est vraiment très mauvais. Et pendant toute cette période de soins, elle reçoit quand même la visite d'un certain nombre de diplomates, d'officiers, etc. On raconte que sa chambre d'hôpital est devenue un véritable nid d'espions. Seule grande joie, elle apprend donc le débarquement des Alliés en Afrique du Nord. On est là le 8 novembre 42, c'est ce qu'on appelle l'opération Torche, extraordinaire nouvelle. Et dès le début de l'année 43, après sa convalescence dans le palais de Si Mohamed Benebi, elle songe à remonter sur scène. Alors, elle a perdu pas mal de poids. Elle pèse 28 kilos. Je ne sais pas si vous imaginez. Elle est très affaiblie, mais elle va reprendre les forces. Elle se produit dans un théâtre de Casablanca, grand théâtre art déco, le Riolo. De son côté, la direction des services de renseignement de sécurité militaire à Alger produit une note au mois d'avril 1943. Et voilà ce qu'on peut lire dans cette note. Je cite. Les sentiments nationaux de Joséphine Baker ne sont absolument pas discutables. Son dévouement est sans bornes. Son désintéressement est total. D'un esprit prompt et dynamique, Joséphine est capable de nous rendre des services dans l'étude des milieux des grands chefs marocains où elle est. On ne peut mieux introduit. Ben oui, c'est vrai que c'est difficile d'être mieux introduite que ne l'est Joséphine Baker, qui connaît tout le monde, que tout le monde veut rencontrer et avec qui tout le monde est aimable, bien sûr. Elle accepte de prendre part à une tournée dans les camps américains. Par la suite, elle n'est pas payée pour ça, je le précise. C'est pas simple, elle se produit sur des tréteaux qui sont faits comme ça par ces quelques planches posées sur des bidonvilles. On colle à l'arrière de la scène une grande toile tendue. Elle va se produire comme ça à Oran, à Alger. Et puis, elle va se produire devant les Anglais, car c'est les forces britanniques qui vont la solliciter. C'est comme ça qu'elle parcourt toute l'Afrique du Nord et même une partie du Proche-Orient en donnant des représentations jusqu'au Caire, jusqu'à Beyrouth. À son retour à Alger, elle va dîner avec un certain nombre de hautes personnalités des forces françaises libres qui décident de régulariser sa situation par un acte d'engagement, tout ce qu'il y a de plus officiel, au sein des FFL, avec effet rétroactif, s'il vous plaît. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et elle a des ordres de mission pour se produire un peu partout. Elle est toujours accompagnée de Jacques Aptet, qui est au volant d'une Jeep couleur sable, floquée d'une croix de Lorraine peinte en rouge sur le capot. Si Mohamed Benebi est là dans le rôle d'interprète. On file sur des centaines de kilomètres à travers l'Afrique, le Moyen-Orient. Le 13 août 43, elle participe au fameux grand gala de l'Opéra d'Alger,
organisée par les forces françaises libres sous la présidence du général de Gaulle et avec toutes sortes de hauts dignitaires alliés. Elle fait sensation, Joséphine, et à la fin du spectacle, vous connaissez la scène, le général lui remet une petite croix de Lorraine en or, tout en la remerciant de son engagement. Elle est émue aux larmes, Joséphine Baker, et quelques semaines plus tard, elle va mettre aux enchères cette croix de Lorraine pour pouvoir reverser l'argent reçu au mouvement français de résistance. Elle subit une nouvelle dégradation de son état de santé à la fin de 1943. Elle ne sera rétablie qu'au printemps 1944, époque à laquelle elle s'engage dans l'armée de l'air française comme officier de propagande, après avoir chanté lors d'un gala des ailes. Et puis, elle va rentrer en France, évidemment, avec la libération. Elle suit les troupes de la première armée de Delattre-Tassigny. Elle se produit dans toutes les villes qui sont sur le chemin. Et le 21 décembre 1944, alors qu'elle a retrouvé cette capitale si chère à son cœur, elle va enregistrer un nouveau disque composé de 6 chansons, dont une dit « Paris chéri ». Pour toujours, c'est toi, mon amour. Là, on peut dire que la boucle est bouclée.